Bonjour tout le monde et bienvenue à votre deuxième Radioscope. Oui, un radioscope qui semble être assez populaire puisqu'il a déjà joué 105 fois par une soixantaine d'auditeurs différents. Si on prend en considération que j'ai 35 étudiants inscrits à mon cours, c'est tout un succès. Alors, cette semaine, je fais quoi? Cette semaine, je réponds à vos questions. En fait, je dirais j'ai eu deux catégories de questions auxquelles j'aimerais répondre. La première catégorie, c'est plus des questions qui concernent le travail lui-même ou les travaux de façon générale. Puis, les autres questions visent réellement à mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par une politique publique. Donc, je réponds à ça. Je sais que j'ai eu une question sur la matière de ce qui pourrait être la semaine prochaine, donc la matière du deuxième module. De la deuxième séance, c'est-à-dire, et donc je vais répondre d'ici la semaine prochaine dans un autre radioscope. Radioscope que, je répète, vous semblez beaucoup aimer. Alors, la première question qu'on me pose, je vais commencer donc avec les questions de nature plus technique là, sur les travaux. Donc, la première question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que la différence entre un résumé et une synthèse? Rapidement, un résumé, c'est qu'on reprend systématiquement la structure d'un texte, que ce soit un livre, que ce soit un article. Donc, on reprend systématiquement la structure de ce texte-là fait par l'auteur et on en dégage de grandes idées. Dans une synthèse, c'est un peu différent. La synthèse, c'est qu'on cherche à comprendre, à faire ressortir quelle est la thèse principale de l'auteur, son argument principal, son idée principale, et comment tous les autres éléments qui sont apportés par la suite dans le texte, que ce soit encore une fois un livre ou un article, comment tous les autres arguments viennent soutenir cette idée principale ou cette thèse proposée par l'auteur. Donc, on reconstruit un peu l'argumentaire de l'auteur, mais sans nécessairement suivre systématiquement son ordre. Donc, c'est vraiment une réappropriation du texte pour faire ressortir l'idée principale. Et dans une synthèse, comme on demande surtout des synthèses critiques, on se permet également de remettre en perspective à la fois cette idée principale de l'auteur et, je dirais, les arguments qu'il apporte. Donc, peut-être que ces arguments-là, on les trouve très solides. On trouve que ce sont des bons arguments, faut pas gêner pour le dire. Mais peut-être également qu'on trouve certaines failles, certaines faiblesses qu'on peut souligner en expliquant en quoi les arguments sont faibles ou en quoi ces arguments-là présentent certaines failles. Donc, c'est un peu ça la différence entre un résumé et une synthèse. On me demande également est-ce que c'est vraiment un enjeu qu'on doit proposer nous-mêmes un enjeu pour le travail au courant du mois de mars. C'est effectivement le cas, donc je vous demande de proposer votre propre enjeu pour votre travail final. Là, on me demandait donc si j'ai des exemples d'enjeux. Et effectivement, donc c'est pas très compliqué les enjeux et je crois qu'en ce moment l'actualité nous en donne de très bons exemples. J'en tire ici quelques-uns des journaux de cette semaine. D'abord, on pourrait penser aux logements sociaux. Les logements sociaux qui effectivement présentent un enjeu important pour les politiques publiques. Un autre que j'ai fait ressortir aussi, le droit de mourir dans la dignité. Il y a un rapport qui a été déposé cette semaine. Et de ce rapport-là émergera très certainement peut-être un projet de loi, mais peut-être aussi, plus qu'un projet de loi, une politique qui viendra un peu encadrer, non seulement la loi permettra d'encadrer un peu la pratique, mais peut-être aussi des politiques qui viendront également un peu encadrer la façon dont dont le projet de loi est appliqué, dont on peut faire les demandes, etc. Donc, encore une fois, on a un autre exemple d'un enjeu social. Un autre exemple peut-être tout aussi important, je dirais, aux États-Unis, le contrôle des armes à feu. Le président vient de déposer 23 décrets à cet effet-là. Ça c'est un autre exemple. Aussi au Canada, nous avions le registre des armes à feu qui a été démantelé. Mais la question peut également se poser. Il y en a eu des tueries au Canada, peut-être pas autant qu'aux États-Unis, mais il y en a eu. Donc ça c'est un autre exemple d'un enjeu social. Un problème social autour duquel se développent des processus de politique publique, des groupes qui vont s'opposer. Si je reprends l'exemple
du contrôle des armes à feu. La réaction de la NRA, la National Rifle Association aux États-Unis, est un bel exemple d'un groupe qui résiste à ce qui est proposé par le président. Et d'un autre côté, vous aurez des groupes civils qui voudront appuyer le travail des politiques pour justement apporter un meilleur contrôle de ces armes à feu et éviter de nouvelles tueries. Donc, un enjeu, c'est vraiment donc un problème social de cet ordre-là ou d'autres ordres, mais qui vraiment vient demande donc une réponse du gouvernement, mais qui en même temps vient canaliser le débat social. Donc ici, l'exemple des armes à feu, le droit de mourir, ben, vous avez des groupes religieux qui s'opposent catégoriquement à ce que quiconque puisse décider du moment de sa mort, alors que vous avez d'autres groupes qui, au contraire, soutiennent ce droit-là, le droit de pouvoir mourir dans la dignité, mais un droit qui ça va sans dire, doit être balisé. Et là, tout autour de ce processus-là, on peut voir qu'il y a une commission parlementaire à ce sujet-là, pas une commission parlementaire, une commission gouvernementale qui a été demandée par le gouvernement sur le droit de mourir dans la dignité auquel les citoyens ont pu participer. Donc on voit, c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment un problème où se canalise l'énergie des groupes d'action en vue d'orienter un peu les décisions du gouvernement. Donc voilà, c'est quoi un enjeu? Voilà, c'est un peu comment on peut définir l'enjeu, comment on peut voir l'enjeu. Voilà quelques exemples. Et ben, il reste maintenant à trouver votre exemple. Ça peut être des sujets plutôt lourds comme ce que j'ai proposé. Ça peut être des trucs un peu moins lourds, par exemple l'anglais intensif obligatoire en 6e année, par exemple. Ça peut soulever autant de passion. En fait, ça a soulevé certainement autant de passion. Et autour de ça, ben, justement, il y a des politiques qui sont développées. Donc voilà pour les questions qui relèvent, dirais-je, de l'ordre plus technique par rapport au cours. Maintenant, on me demandait, en ce qui concerne qu'est-ce qu'une politique publique, si je pouvais donner des exemples de politiques publiques et aussi voir un peu comment ces exemples-là répondaient aux éléments de compréhension qu'on apporte dans les présentations multimédia dans le cours en ligne. Alors, rapidement, je pense qu'au Québec, un des exemples, un des beaux exemples de politique publique, c'est très certainement la politique nationale de l'eau. On peut aussi voir aussi la politique sur la santé publique, le transport collectif, etc. Donc, ce sont de véritables politiques. Si vous allez chercher sur les sites web du gouvernement, vous trouverez aisément les documents qui expliquent ces politiques-là. Au municipal, si on pense à des villes comme Québec, Montréal ou Gatineau, on a aussi des politiques culturelles. Donc, ils viennent expliquer un peu comment les villes viennent appuyer le développement culturel dans leur milieu et comment on veut aussi développer l'industrie culturelle au sein de ces municipalités-là. Donc, encore les activités culturelles, qu'elles soient amateurs ou professionnelles. Donc, c'est encore une fois d'autres exemples de politique au niveau municipal. On a aussi des politiques qui se développent au niveau fédéral. Et là, on me demandait, puisque j'ai développé une expertise en politique autochtone, si je pouvais donner quelques exemples qui relèvent justement des affaires autochtones. On n'a qu'à penser, je dirais rapidement, à la politique de revendication territoriale globale et à la politique d'autonomie gouvernementale autochtone. Et là, pour voir comment tout ça répond un peu aux éléments de compréhension, alors si on les reprend un à un, d'abord, on dit que une politique publique, ça vient d'une autorité étatique légitime. Donc, évidemment, c'est pas une entreprise privée qui peut développer une politique publique. C'est une autorité étatique légitime. Alors, ici, on dira, par exemple, au fédéral, c'est le gouvernement fédéral, que ce soit le ministère des Affaires autochtones, que ce soit le bureau du premier ministre. Donc, c'est une autorité étatique légitime. Les gens qui occupent ces postes ont été élus selon les modalités constitutionnelles du pays. On peut ne pas être d'accord avec le fait que ce soit ces gens-là qui sont au pouvoir, mais ils ont été démocratiquement et légitimement élus. Donc, ils sont une autorité étatique légitime. On peut penser au provincial, c'est la même chose. C'est le ministre de l'Environnement qui a adopté, qui a publié la politique à la suite d'un accord, évidemment, du cabinet, du premier ministre.
au municipal, les politiques dont je faisais état, ben, ces politiques-là, elles ont été adoptées par le conseil municipal. Donc, qui est aussi une autorité étatique légitime, puisque, bien que sa légitimité ne vienne pas directement de la Constitution, elle vient d'une loi. Dans le Code du Québec, c'est la loi sur les cités et villes. Donc, cette loi-là vient donner la légitimité au conseil municipal de pouvoir adopter des règlements et des politiques pour les compétences municipales données par la province. Donc, on dit aussi qu'une politique se réfère, et donc si on regarde toutes les politiques que j'ai nommées, ben, toutes ces politiques-là viennent évidemment des acteurs, des autorités étatiques légitimes que je viens d'énoncer. On dit aussi qu'une politique publique se réfère à des acteurs et à des activités spécifiques. Alors, ces acteurs-là ben, sont très clairs. Si on prend la politique, les politiques culturelles, les acteurs sont à la fois les gens qui produisent des éléments culturels, mais aussi les gens qui veulent bénéficier d'activités culturelles, que ce soit les citoyens, que ce soit des auteurs, que ce soit des comédiens. Donc, ce sont des gens qui veulent pouvoir bénéficier de certaines installations, de certaines ressources pour pouvoir produire des activités artistiques. Et donc, évidemment, quand on dit des activités spécifiques, ben, on pense à des activités particulières, que ce soit le théâtre, que ce soit aussi l'apprentissage d'un art. On peut penser à des cours de danse, avoir des studios pour enseigner la danse, par exemple. Donc, voilà ce qu'on veut dire par des acteurs, des activités spécifiques. Si je reviens à mes exemples autochtones, ben ici, les acteurs sont très clairs. Alors, on parle des communautés autochtones qui n'avaient pas encore de traité. Si je pense aux revendications territoriales globales, on pense à des communautés autochtones, à des nations autochtones qui n'avaient pas encore de traité, qui n'avaient jamais eu de traité signé avec le gouvernement et qui, là, revendiquaient un droit sur des territoires particuliers. Et la politique vient encadrer, donc s'adresse à ces acteurs-là et vient encadrer un peu d'une activité particulière qui est celle de la négociation de ces territoires. Puis en ce qui a trait à l'autonomie gouvernementale, la politique sur l'autonomie gouvernementale autochtone, encore une fois, c'est encore les mêmes acteurs qui sont visés ici, les groupes autochtones, certains qui, cette fois-ci, avaient peut-être déjà des traités, mais qui voulaient aller au-delà de ce qui avait été décidé par traité au niveau de la gestion des terres, mais voulaient véritablement pouvoir intégrer à ça une dimension d'autonomie gouvernementale. Et donc, ben, la politique, encore une fois, elle est très claire. Elle vise certains acteurs qui sont les têtes dirigeantes des communautés autochtones et vise, en termes d'activités spécifiques, vise à négocier le droit de pouvoir s'auto-gérer, de s'auto-déterminer au sein des communautés autochtones. Et d'ailleurs, la politique spécifie que ce droit-là doit se négocier dans le cadre de négociations territoriales. Elle tient compte de la notion de problème. Ben, bon, ici on peut voir le problème, par exemple, dans nos politiques culturelles, c'était le manque d'installation, c'était le manque de lieux, c'était le manque de ressources, de finances, c'était aussi de pouvoir mobiliser des efforts. Donc, le problème, c'était de ne pas pouvoir à la fois produire et à la fois consommer des activités artistiques. Et bon, en ce qui a trait à la politique territoriale, c'était le fait que les Autochtones voulaient revendiquer des territoires, mais qu'il n'y avait rien qui permettait au gouvernement de négocier ces territoires-là, ou la gestion des territoires, l'appropriation des territoires. Et à la notion, donc, et ça renvoie à la notion de solution. Donc, évidemment, ici, on vient apporter des solutions. On vient d'expliquer comment on va négocier les revendications territoriales, le type de preuves qu'il va devoir être apporter, la façon dont les processus vont fonctionner. Et c'est la même chose pour les activités culturelles dans les municipalités. C'est la même chose pour l'eau. Dans le cas de la politique nationale de l'eau, les problèmes, bon, ils étaient nombreux. Et donc, on a apporté plusieurs réponses, entre autres par la création de bassins versants. Donc, ici, on voit donc véritablement la notion de solution. Et donc, il doit y avoir une cohérence entre les actions, parce qu'évidemment, comme je vous dis, le gouvernement parfois développe des politiques sans nécessairement codifier ces politiques-là dans un document précis. Dans le cas de la politique nationale de l'eau ou de la politique des politiques culturelles, ces politiques-là ont été codifiées dans un document, présentent les objectifs, etc. Mais dans le cas de la politique territoriale, de revendication territoriale,
Cette politique-là était développée avant même qu'il y ait un document qui la présente. Et donc, il y avait une cohérence, une recherche de cohérence entre